On a vécu pendant de nombreux mois sous le chantage des civils innocents et des vivres à livrer à Gaza, alors qu'en fait, le fait de mettre en œuvre cette politique-là a redonné de la vigueur au Hamas et échappé à la maîtrise initiale d'Israël. Donc c'est un problème qui concerne le passé et non plus le présent. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bimensuel Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, consacré aujourd'hui à l'impasse dans laquelle se trouve Israël dans la crise des otages, avec comme question centrale de notre magazine, comment ne pas faire le jeu du Hamas. Pour en parler, en ligne avec nous depuis Kfar Saba, le professeur Shmuel Trigano, qui est sociologue, philosophe, auteur depuis plus de 4 décennies d'une quarantaine d'ouvrages de pensée juive, d'histoire et d'analyse sur Israël, dont le dernier en date a été publié voilà moins d'un an aux éditions Les Provinciales et il s'intitule Le chemin de Jérusalem. Bonjour et shalom Shmuel. Bonjour. Il semble bien qu'à présent, une majorité d'Israéliens ait pris conscience de l'impasse dans laquelle se trouvent leurs dirigeants concernant les négociations de marchandage avec le Hamas en vue de la libération des otages détenus à Gaza depuis plus de 500 jours. Alors une question qui tombe sous le sens, un petit peu abrupte, mais c'est de se demander est-ce qu'Israël aurait dû, dès le départ, négocier de manière différente avec ce groupe islamiste, totalitaire, barbare et irrédentiste pour qui, en fait, la fin justifie toujours les moyens. Ben, on ne réécrit pas le passé, de toute façon, c'est une opportunité qui ne se présente plus. Mais il ne faut pas oublier que dans la décision d'Israël pesait le poids des Américains et des Européens. On a vécu pendant de nombreux mois sous le chantage des civils innocents et des vivres à livrer à Gaza, alors qu'en fait, le fait de mettre en œuvre cette politique-là a redonné de la vigueur au Hamas et échappé à la maîtrise initiale d'Israël. Donc c'est un problème euh, qui concerne le passé et non plus le présent. Alors, que pensez-vous, puisque ça fait partie des facteurs de la crise actuelle, de l'attitude populiste, et j'allais dire même démagogique, de la plupart des grands médias israéliens, qui en se focalisant sans cesse sur le seul aspect affectif, individuel, sentimental de la crise des otages, en fait, ne font qu'amplifier en démoralisant la population, cette même crise, et surtout en mettant en avant leurs revendications propres sur des pressions sur le gouvernement. Alors, est-ce que ça ne revient pas à faire le jeu sans cesse du Hamas en adoptant une posture de ce genre? Il y a un problème très, très lourd que vous soulevez à ce niveau-là. Je crois que il est évident pour tout le monde qu'il y a une manipulation ou une gestion de la souffrance qu'inspirent ces drames. Les- L'expérience de chaque individu vaut pour elle-même. Le problème, c'est qu'Israël a agi de façon, euh, comment dire, on pourrait dire indirectement pour ne pas attenter à la survie des otages. Et d'un point de vue stratégique, c'est très étonnant de voir comment quelques dizaines d'êtres humains dont la vie est en question remettent en jeu les armadas, les armées, la stratégie qu'il faudrait mettre en œuvre. Et en tout cas, ce qui me semble évident pour quelqu'un qui voit les informations dans plusieurs chaînes israéliennes tous les soirs, les chaînes mettent en exergue la souffrance. Alors, cette souffrance, elle est réelle. Il ne faut certainement pas la négliger ni l'oublier. Mais cette mise en scène, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient, quelle est l'intention définitive qui la motive, cette mise en scène a nécessairement nui au destin des otages. Parce qu'en fait,
elle a pratiqué une surenchère du prix qu'il fallait payer pour les libérer. Et aujourd'hui, ce qui est dans la balance, c'est justement d'un côté cette réalité humaine souffrante, et de l'autre, les nécessités stratégiques d'un combat militaire. Et Israël est pris dans cette tenaille, qui est une tenaille sans doute typiquement juive, dans la mesure où elle accorde un intérêt suprême à la vie humaine, aux hommes et femmes, aux enfants qui sont menacés. Mais il est clair que cet état de fait est un état qui favorise, on pourrait dire, un échec, une impasse à un moment donné ou un autre. C'est ce qui risque de se passer à ce niveau-là. Et de ce point de vue-là, il faut sauver le plus vite, le plus possible de vies avant que la potentialité de faire quelque chose se referme. Et un choix terrible, déchirant pour le gouvernement israélien, je pense, et pour tout le monde à ce niveau-là. Ce qui me gêne beaucoup dans ce à quoi on assiste sans arrêt sur les écrans, et qui pose un véritable problème, parce qu'en fait, elle est injustifiée, elle est excessive, et la réalité prouve elle est fausse. Donc, c'est ce dilemme-là, cet étau de fer dans lequel Israël est pris, est à la fois intrinsèque, propre à la situation, et en même temps mal géré ou géré négativement Mhm. les porte-voix de cette souffrance. Oui, c'est-à-dire que le média se transformait en acteur et pas en observateur. On assiste, comme vous le suggériez, à des dérapages, j'allais dire, professionnels et éthiques qui sont tout à fait surprenants. Mais je voudrais revenir à ce que vous évoquiez dans votre première intervention, à savoir que contrairement à ce qu'avait fait l'administration Biden, l'administration démocrate, on a aujourd'hui, depuis un mois, une administration républicaine américaine, celle de Donald Trump, qui a donné carte blanche pourtant à Israël pour, je cite Trump à plusieurs reprises, ouvrir les portes de l'enfer sous les pieds des tueurs du Hamas. Alors, est-ce que c'est assez étonnant de voir Israël empêtré encore dans les contradictions que vous soulignez, alors qu'il a le soutien d'une administration américaine comme jamais auparavant? Oui, mais enfin, j'attends de voir le service après-vente des promesses du président américain. Oui. Parce qu'en fait, c'est facile d'énoncer des principes de ce type-là, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. D'un côté, ça assure une couverture, une protection internationale à Israël, mais de l'autre, ça l'inscrit dans le début d'une autre tourmente qui risque de déborder. Donc, je suis perplexe. Finalement, la part prise par Trump dans la libération des otages, le processus, elle n'est pas évidente de façon externe. Elle est une réalité, c'est une réalité, sans doute, un environnement psychologique international, mais en fait, dans les négociations, c'est la suite du processus qui a été commencé bien avant. Donc, voilà, je suis d'un côté, il faut célébrer le soutien américain, mais de l'autre, pour faire quoi? Oui. Et alors, sur un autre, Il reste sans réponse. effectivement, mais sur un autre plan, alors, puisqu'on parle d'impasse et d'absence de solution, enfin d'un dilemme éthique et moral de la part d'Israël, et comment expliqueriez-vous que finalement ce groupe terroriste irrédentiste
de plusieurs milliers d'hommes, ce n'est même pas une armée, puisse tenir en échec un pays comme Israël, la 8e armée du monde, un pays disposant de l'arme nucléaire, d'après ce qu'on sait, et ce qu'on ne dit pas. Mais comment c'est possible cette asymétrie-là? Est-ce que c'est simplement un rapport de force de terrain, ou est-ce que c'est pas aussi un dilemme d'un autre ordre qui fait que cette crise, au lieu de se résoudre, a l'air de se tendre davantage? C'est un... Le problème, c'est qu'Israël n'a pas été entièrement libre de ses actions. Et donc, cette situation, c'est le résultat justement d'un empêchement auquel a été soumis Israël d'aller jusqu'au bout, de traquer son ennemi. Et là, la responsabilité doit être partagée avec les Américains, avec Biden, et également les Européens. Donc, on a vu au lendemain même du massacre d'octobre comment, dans un seul cœur, les nations du globe se sont mises à alerter Israël sur le fait de ne pas toucher les civils innocents. Ces civils innocents qui ont acclamé les prisonniers qui avaient été faits dans les kibboutz, qui ont acclamé dans le sens de la jouissance, et qui sont partie prenante de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, qui ne sont pas des civils uniquement innocents. Mais toujours est-il que c'est ce chantage-là, cette mise en parallèle entre d'un côté la victoire d'Israël de ses ennemis et de l'autre la continuité de la crise en faveur de ses ennemis. Et c'est là la grande difficulté de la situation. Alors, si vous étiez audible en tant que conseiller auprès de ce gouvernement, comment vous verriez, c'est une question un peu difficile, mais comment Israël pourrait-il désormais agir dans ce goulot d'étranglement pour sortir de l'impasse assez dramatique dans laquelle il est? Est-ce qu'il faut, à un certain point, mener une guerre sans merci qui risquerait de sacrifier pas mal de vies d'otages, ou est-ce qu'il faut attendre, comme vous le suggériez tout à l'heure, de libérer le plus possible pour ensuite régler son compte au Hamas? Comment à l'échelle d'un calendrier, je dirais, d'une mise en application concrète, comment vous verriez les choses? Je suis incapable d'assumer les contraintes que doit assumer le gouvernement. C'est un choix cornélien, comme on dit. Je pense que il faut tenter de sauver le plus possible d'otages jusqu'au dernier moment, mais il y a des limites qu'on ne peut pas franchir au prix d'une catastrophe militaire pour Israël également. Donc, regardez déjà dans la situation terrible dans laquelle le pays est plongé. D'un côté, pour libérer les otages, et de l'autre, la libération des terroristes prisonniers des prisons d'Israël. Par milliers, oui. Oui. En Alors, tout. imaginons la libération de centaines de terroristes dans les rues de la Cisjordanie, de Jérusalem, de Ramallah, etc. Ces terroristes redonnent une puissance au Hamas. Ils sont tous des Hamasniks. C'est absolument évident, comme toute la population de Cisjordanie et peut-être des Arabes israéliens, mais c'est à voir. Et donc, c'est ça le danger le plus terrible, parce qu'en fait, non seulement Gaza reste en veilleuse, mais de l'autre côté, dans le dos, si l'on peut dire, des centaines de terroristes sont à l'œuvre et vont recommettre des attentats, comme c'était le cas les fois précédentes lorsque des terroristes ont été libérés. Donc là, il y a une autre dimension de la sécurité qui met en balance la sécurité de l'arrière, des arrières, par rapport à la sécurité des avants, si l'on peut dire. Et c'est un choix terrible. Je ne peux pas jalouser Netanyahou dans sa position. C'est une position terrible.
où il faut faire des choix, non seulement faire des choix, mais être poursuivi par l'opinion publique, une grande partie de l'opinion publique, pour être le responsable de cette situation et Vous- pour ne pas vouloir sauver les otages jusqu'au bout. Donc c'est une situation proprement intenable. Oui, enfin, poursuivi par les faiseurs d'opinion plutôt que par l'opinion publique, puisque il semblerait quand même que il y a une bonne partie des Israéliens qui ait assez de lucidité pour faire la part des choses entre ce que leur susurrent les médias et certains influenceurs politiques et ce qu'ils pensent vraiment. En tout cas, Shmuel, je vous remercie du temps que nous avez donné. Nous reprendrons rendez-vous à l'occasion de la sortie de vos prochains livres. Je vous remercie donc pour votre disponibilité et je remercie aussi les auditeurs de nous avoir écoutés. Oui, Merci. je voudrais terminer sur une pensée Ouais, pour la famille Bibas. je vous en prie. C'est l'image que l'histoire gardera de ce massacre. Cette photo d'une mère désemparée, ses deux enfants dans les bras, au jour même de ces violences, restera gravée dans les cœurs de tout le monde, je pense. Certainement. En tout cas, merci encore et à bientôt.